Bonjour, Adrien Anderson. Ennemi d'État, vous ne me croyez pas. Pourtant vous devriez, parce que j'ai des preuves. Alors, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'une matière assez nauséabonde. Si je vous dis la finance c'est mon ennemi, ça vous dit quelque chose, une matière qui effraie l'ensemble du monde, la finance. Alors qu'on se rassure tout de suite, la finance, et notamment les crises économiques, elles sont aussi vieilles que Mathusalem. Prenons l'exemple de l'Empire romain. On sait tous qu'il a été attaqué par des barbares, mais on sait tous aussi que l'Empire romain a levé une armée plus importante pour pouvoir lutter contre les barbares. Le problème, c'est qu'il fallait la payer, cette armée. Et on a levé des impôts supplémentaires. Sauf que vous aviez des gens qui n'avaient plus la possibilité de payer ces impôts. Et la suite, vous la connaissez. Alors on peut faire un certain nombre de parallèles avec la crise d'aujourd'hui. Alors on n'ira pas jusqu'à pousser la ressemblance entre les Russes et les barbares, CF humour d'actualité. Alors, il y a deux types de finances. Vous avez la finance dite spéculative, c'est le côté obscur de la finance, c'est-à-dire faire de l'argent avec de l'argent. Mais vous avez, et ça on l'oublie trop souvent, une finance utile. Cette finance, vous la connaissez, c'est celle qui vous donne des moyens de paiement. C'est celle qui vous permet également d'avoir une maison, d'avoir un appartement, bien évidemment, en fonction de vos moyens. Mais si demain cette finance n'existait pas, ça veut dire qu'il y aurait énormément de personnes à travers le monde qui ne pourraient pas être propriétaires de certains biens. Alors c'est vrai que la finance, ni plus ni moins, ça reste un paradoxe. C'est jamais parfait, bien évidemment. C'est un peu comme le béton. Le béton de fondation, si vous le dosez pas suffisamment, eh bien vous courez le risque que votre maison s'effondre. Si vous le dosez trop, eh bien ça vous coûtera tellement cher qu'au final, votre maison, vous ne pourrez pas la terminer. Avec la finance, c'est le même principe. Si vous ne la normez pas assez, vous courez le risque que cette finance, eh bien, elle puisse avoir des couacs. Et puis si vous la normez trop, eh bien c'est l'inverse qui se produit, elle ne pourra pas jouer son rôle dans l'économie. Alors tout ça, c'est bien beau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez deux périodes. Vous avez avant 2008, c'est ce que j'ai appelé le monde des bisounours. Alors pourquoi le monde des bisounours? Parce que c'est l'époque où on vous explique que 2 plus 2 est égal à 8. Non, pas 4, 8. Parce que c'est le résultat qui compte. Et ça, vous le connaissez, ça s'appelle l'effet Kerviel. Alors, bien évidemment, on vous disait, mais c'est pas grave, il n'y aura plus jamais de crise économique, c'est la DER des DER. Vous savez, c'est un peu comme l'atoll ondulé, on a tendance à oublier que c'est un peu comme la chanson de Claude François, ça s'en va et ça revient. Eh bien, évidemment, cette tôle, on se l'est prise en pleine face, et puis il y en a d'autres qui en ont fait tout court de la tôle. Alors, à partir de 2007-2008, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez des banques américaines, c'est ce qu'on a appelé les subprimes, qui se sont dit, on va prêter à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de rembourser leurs emprunts. Très bien. Si on n'arrive pas à se rembourser, eh bien, on vendra les maisons de ces personnes-là. Sauf qu'elles avaient eu, ces banques-là, l'intelligence, ou pas, de transformer ces créances qu'elles avaient vis-à-vis de leurs clients en titres financiers. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous avez énormément de banques à travers le monde qui ont pris des titres financiers. Et puis est arrivé ce qui devait arriver, eh bien vous avez bien évidemment beaucoup de personnes qui n'ont pas pu rembourser leurs emprunts, beaucoup de maisons à vendre, et forcément quand il y a beaucoup de maisons à vendre, vous faites baisser les prix. Et les banques n'ont pas pu se rembourser, et les titres financiers ne valaient plus rien. Donc c'est ce que j'ai appelé l'effet domino. Vous ne verrez plus jamais les dominos de la même manière après cette conférence, je vous le garantis. Alors, vous savez, c'est comme un fusil, vous avez toujours 2 coups. Ça c'est la première cartouche, les banques se prennent des paumes. Mais il y a une deuxième cartouche qui a été tirée, c'est ce qu'on a appelé la crise des dettes souveraines. Alors c'est quoi? C'est 3 agences de notation à travers le monde, Standard & Poor's, Moody's et Fitch, qui ont pour mission de noter la qualité de signature des États. Et ces agences, elles se sont intéressées à la Grèce. Et puis on se dit, finalement la Grèce, elle ne peut plus rembourser sa dette. Manque de bol, les banques avaient prêté à la Grèce. Deuxième coup. Alors le résultat, alors juste avant, c'est vrai qu'on peut critiquer le fait que les banques aient été aidées, mais il faudrait peut-être se poser une autre question. Qu'est-ce qui se serait passé si les banques n'avaient pas été aidées? Ça veut dire que vous avez tous dans cette salle au moins un compte courant dans votre banque. Vous avez parfois peut-être des placements. Ça veut dire que demain vous n'avez plus rien du tout, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Alors évidemment, on se remet parfois un peu plus en question en disant finalement c'est pas si mal qu'on ait aidé les banques. Ça ne veut pas dire que les banques sont parfaites. Alors le résultat des courses, c'est quoi? C'est finalement la mise en place d'une nouvelle réglementation, c'est BAL 3. BAL 3, c'est quoi? C'est avant, vos banques, pour pouvoir prêter 1, il leur fallait 1 en stock. Maintenant, pour prêter 1, il leur faudra 2 en stock.
Ça veut dire que si avant je prêtais 10 milliards d'euros, il me fallait 10 milliards en face. Aujourd'hui, il m'en faudra 20 pour prêter les mêmes 10 milliards d'euros. Sauf que mes 20 milliards d'euros, je les ai peut-être pas. Ça veut dire que demain, dans cette salle, il y aura peut-être des gens qui ne pourront plus emprunter ou qui devront emprunter moins. Et ça, on ne le dit pas automatiquement. C'est aussi une incertitude économique. Si moi, je suis entrepreneur, ça veut dire que demain, je me dis, mais j'ai peur que l'État, il augmente ses prélèvements, ses impôts et autres, donc je préfère délocaliser, je détruis des emplois, et finalement, ça vient alimenter le chômage. C'est un cercle vicieux, tout ça. Alors, il y a une bonne nouvelle, rassurez-vous, on a décidé d'embaucher des Madame Irma pour voir quand est-ce que la croissance arrivera. Alors, rigolez pas trop, parce que ça crée quand même de l'emploi. Vous avez deux types de solutions. La première des solutions, c'est l'Union européenne plus forte. La seconde des solutions, c'est un assainissement des finances publiques. Alors, l'Union européenne, qu'on soit pour ou contre, force est de constater qu'elle nous a quand même protégés. Je vais vous donner un exemple, la Grèce. On la reprend, alors pas celle-là, on est bien d'accord, on reprend l'État grec, il n'y a plus d'Union européenne. Ça veut dire que quand les banques, elles viennent pour se faire rembourser, bah, ok, vous voulez être remboursé, Banque centrale grecque, vous allez me fabriquer pour 10 milliards de billets. C'est ce qui s'appelle faire fonctionner la planche à billets. Évidemment, vous êtes remboursé en monnaie de singe, ça ne vaut plus rien du tout, tout ça. Alors, les banques continuent à se prendre des paumes, mais ça veut dire aussi que vous n'avez plus de banque centrale européenne pour assurer le refinancement de ces banques en cas de problème. Ça veut dire également que les États sont en difficulté et qu'il n'y a plus de fonds européens de stabilité. Autant vous dire que 1929, ça serait un détail. Alors, évidemment, l'Europe, c'est pas parfait. Le bébé a grandi trop vite, il faut se le dire. L'élargissement, c'est bien, mais parfois, quand on n'est pas harmonisé, ça pose des difficultés. La Grèce, c'est un vieil État de l'Union européenne. C'est un État qui est entré dans les années 80. Alors, ça veut dire que potentiellement, demain, on est assis sur une poudrière. Donc, mieux vaut cesser provisoirement l'élargissement et puis harmoniser tout ça, mettre tout le monde au même plan et éviter de nouvelles crises. Alors, ça doit passer également par des normes continentales. Ça sert à quoi aujourd'hui de normer la finance au niveau de l'État français alors qu'on sait pertinemment que les investisseurs partiront en Allemagne, au Portugal ou en Espagne? Ça veut dire que c'est plus intéressant de normer au niveau d'un continent. J'ai bien dit d'un continent, hein, pas D apostrophe, un continent, on est bien d'accord. C'était juste pour voir si vous suiviez. Alors, évidemment, qu'est-ce que 65 millions de Français face à 307 millions d'États-Uniens, face à 1,4 milliard de Chinois? Par contre, 500 millions d'Européens, ça commence à causer, on rééquilibre un peu les choses. Alors, il y a des freins dans tout ça, et parmi ces freins, ce sont les États qui rechignent à transférer ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens. Les pouvoirs régaliens, c'est quoi? C'est par exemple la défense. Mais imaginez demain qu'il n'y ait plus plusieurs armées dans l'Union européenne, mais une seule armée. Ça veut dire même qu'en l'espace de quelques instants, vous n'auriez plus de risque de guerre intramuros. C'est quand même la vocation même de l'Europe à l'origine. Donc ça peut pousser un certain nombre de raisonnements, tout ça. Alors vous avez aussi, second frein, c'est la démocratie. Pour que les gens se sentent plus intégrés dans une Union européenne, il faut en passer par une constitution. Il faut également que les gens aient la possibilité d'élire, ça on l'a déjà le cas, d'élire des députés européens, mais qui aient plus de pouvoir. Que vous puissiez demain pouvoir élire un président ou une présidente de l'Union européenne. C'est aussi avoir une commission européenne à Bruxelles qui soit moins technocratique. Ça passe par ça, la démocratie. Et certaines personnes vont me dire, il y a forcément des petits malins qui vont me dire « Ouais, mais attendez, vous êtes bien gentils, mais les États-Unis et la Chine, ils n'ont aucun intérêt à ça, à ce qu'on se renforce. » Eh bien, c'est faux. Parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les États-Unis tous, c'est l'Europe qui s'enrhume. Et vice-versa. Eh bien, finalement, pareil avec l'Ukraine, on peut prendre l'exemple ukrainien, c'est l'ensemble du monde entier qui est en train de trembler de manière économique et politique pour un pays. Ça veut dire qu'on a tout intérêt à stabiliser tout ça. C'est l'une des choses qui me vient à l'esprit. Alors après cette Union européenne, on peut partir sur les finances publiques. C'est toujours la chose qui fait un peu mal et qui fait peur à tout le monde. Eh bien, je me suis amusé à retransformer l'équation de ce pauvre Einstein qui doit se retourner dans sa tombe, E égale MC2, que j'ai transformé en version un peu plus économique. Eh bien, E égale MC2, c'est ni plus ni moins que économie égale mutualisation carrée. Est-ce que vous savez qu'en France, on a 36 000 communes? Ça représente 41% de l'ensemble des communes de l'Union européenne. Un pays
pèse presque 50% de toutes les communes de cette Union européenne, de tout un continent. C'est quand même impressionnant. C'est 16 000 établissements publics de coopération intercommunale. Vous savez, c'est vos communautés de communes, les communautés d'agglomération, les syndicats des eaux, les CIVOM, les CIVU. Bon bref, on en passe des tas. C'est un millefeuille territorial. Alors, croyez bien que j'adore le millefeuille en pâtisserie, mais là, faut le reconnaître, c'est clairement indigeste. Alors, ça doit aussi passer par la mise en place plutôt, ou en tout cas la généralisation d'une bonne dette au détriment d'une mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est quoi? C'est moi, État, je vais emprunter en 2014 pour financer mon fonctionnement de 2014. C'est-à-dire que vos enfants et petits-enfants, ils vont continuer à payer le fonctionnement de 2014 en 2021. Pas très cohérent, et bien souvent ça finit en surendettement. Tiens, ça nous évoque 2-3 trucs. Alors, la bonne dette, c'est quoi? Certes, j'emprunte en 2014, mais je crée de l'emploi parce que je vais créer une ligne LGV, je vais développer le territoire. Ça veut dire que demain, vos enfants et petits-enfants, ils sauront ce qu'ils sont en train de payer et ils pourront continuer d'utiliser ce qu'ils sont en train de payer. C'est ça l'avenir. Et puis, c'est aussi mettre en place la règle d'or. La règle d'or, c'est quoi? C'est une simple règle que tout le monde s'impose bien souvent, c'est je ne dépense pas plus que ce que j'ai. Si j'ai 100 de recettes, je ne dépense pas 300 en face. Et si les États veulent réduire leur dépendance vis-à-vis des marchés financiers, c'est tout en leur honneur. Mais il faut commencer par réduire la dette. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est parce que je crois pertinemment qu'on est à l'aube d'un changement, qu'on est face à un tournant colossal, et qu'il faut prendre ce tournant, qu'il ne faut pas avoir peur, il faut rééquilibrer les choses, il faut rééquilibrer cette finance, mais il ne faut pas oublier non plus que la finance peut servir l'intérêt général. C'est des dizaines, centaines de milliers d'emplois. Alors parfois, elle pose des problèmes. Eh bien, il faut renormaliser tout ça. Mais la finance, c'est un lion. Et un lion, eh bien, pour l'apprivoiser, il faut toujours que votre dresseur, eh bien, il fasse un premier pas vers l'animal, en toute confiance, et que l'animal, lui aussi, fasse un premier pas vers le dresseur. Tout ça pour vous dire que l'avenir du monde de demain, il est plus que jamais entre vos mains. Merci à vous.